Pas, c'est Marine, elle est montée Marine, donc elle est, ouais, voilà, ok, c'est ça, effectivement, parce que ça c'est, enfin, je vous expliquerai, voilà, je vais tout vous raconter. Bonjour et bienvenue dans cet amphi de l'ESC Clermont. Formidable école, j'allais avec une vraie dynamique insufflée depuis quelques années, quelques mois maintenant par une équipe qui vraiment met le paquet pour que cette école s'impose, et Dieu sait si elle a formé des étudiants brillants, et Dieu sait si on a plaisir à revenir ici, parce que je sais que c'est la volonté de la CCI de nous faire tourner un petit peu dans les amphithéâtres, mais il y a une histoire, hein, les petits déjeuners de la création ont 14 ans, 15 ans, oui Gilles, Gilles, tu es là, 14, 15 ans, 15 ans, ça va se fêter. Donc là, je vais être. Je vous dis ça au cas où ce ne soit pas à la hauteur ce matin. Mais je ne crois pas, vu le plateau, ça doit être très bien. Donc, en 15 ans, on a créé, j'ai eu la chance de créer avec Gilles Fichy ces petits déjeuners de la création il y a 15 ans. Dans d'autres lieux, d'autres endroits, c'était Clermont Communauté à l'époque qui travaillait avec nous. On était dans les locaux de Pascalis, hein, vous savez, Pascalis, c'est la pépinière 1.0, c'est le bivouac 1.0, hein, voilà, c'était les années 2000. Et donc on a créé ces petits déjeuners partant du principe qu'à un moment donné, dans l'acte de création, il y avait déjà des salons, il y avait déjà beaucoup de choses, ce qu'il manquait, effectivement, ce qui manquait dans la... Je vérifie si nos directs ont bien démarré. Ce qui manquait effectivement dans ce cursus un petit peu de création, c'était effectivement la capacité à se réunir de manière un peu conviviale. Alors certes, il y a un petit côté institutionnel, enfin je veux dire, au sens qu'il y a la salle et puis il y a les intervenants, mais après il y a un café, il y a un échange. On a toujours fait ça dans une convivialité, et l'idée c'est bien que vous repartiez en ayant pris quelques notes, quelques conseils. On n'a jamais fait de calcul, je ne sais pas, il y a 3000, 4000 personnes, 3000 peut-être bien, je pense au moins, qui ont participé en 15 ans. On sait que certains sont devenus de très belles réussites, de très belles start-up qui maintenant sont devenues de belles entreprises. Et puis on espère, tout comme vous ce matin, parmi les porteurs de projets, les jeunes créateurs, que vous repartirez avec peut-être un conseil, une petite idée, et qu'avec ça va germer, et que vous serez demain effectivement à la tête de belles entreprises. Donc je vous disais qu'effectivement, je vous racontais l'origine des petits déjeuners de la création, et depuis 3 ans, 4 ans, je parle sous le contrôle de Fabrice, le groupe organisateur a confié la gestion effectivement opérationnelle des petits déjeuners à la CCI, à l'équipe de Fabrice qui s'en débrouille super bien. La preuve en est, 147 inscrits, c'est ça ce matin, tu me confirmes à ce matin, on est à combien? C'est ça, à peu près 145, bon voilà. Écoutez, bienvenue dans tous les cas, un thème ce matin qui est un peu moins technique. On va en parler, parce que les réseaux sociaux, ça va devenir de plus en plus technique. Hein. Vous savez, c'était l'Eldorado. J'ai un peu moins technique que le précédent, qui était sur la RGPD. Vous savez, cette nouvelle réglementation qui va vous obliger à gérer vos fichiers, gérer vos contacts clients, avec une exigence qui va faire que l'email va devenir un outil plus miraculeux comme il a pu l'être pendant quelques années, j'allais dire, au niveau des marges commerciales, même si déjà les anti-spam avaient détruit 80% de l'efficacité des envois d'email. Et 2018, c'est une grande année, c'est la grande année de la révolution, parce que j'allais dire, les réseaux sociaux, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais autant imposés dans notre quotidien, on va en parler. Et en même temps, d'effleurer ce que vous allez discuter, mais j'allais dire, en même temps, ils ne se sont jamais devenus autant compliqués. Pourquoi? Parce que déjà, il y a du monde. S'il y a du monde, c'est bien, ça fait de l'audience, mais en même temps, les réseaux sociaux ne peuvent plus tout montrer. Et donc, une page entreprise sur Facebook, c'est 2% de viralité, je pense que mon expert, les experts, voilà. Et encore, on a échappé belle parce que Facebook a fait un test pour avoir un double mur et séparer complètement le flux des pages entreprises en obligeant à payer, hein, si vous en voulez là-dessus. On a échappé à ça, a priori, la dernière nouvelle, mais bon, dans tous les cas, c'est devenu extrêmement technique. Et puis, si vous voulez voir des news de vos amis, de vos familles, de vos parents, c'est très simple, c'est Facebook. Par contre, si vous voulez faire du business avec, si vous voulez vous faire connaître, faire connaître votre marque, vous faire connaître, et puis j'allais dire quelque part d'ailleurs passer à l'étape 2 qui est faire du business avec, de vendre, ça va devenir un vrai métier. Et puis, il va falloir un petit peu d'argent aussi, donc il vaut mieux connaître les trucs pour éviter que ça coûte un petit
petit peu trop cher. C'est vraiment l'objet de, on appelle ça le social selling, c'est vraiment l'objet de ce petit déjeuner ce matin. Merci d'être venus, merci d'être là aussi nombreux. Remerciements à nos partenaires également, dont les logos passent en grand sur l'écran, c'est pas la peine de les citer, vous les voyez. Et puis pour en parler, eh bien ce matin, table ronde, qui n'est pas ronde, il n'y en a jamais eu. 30 ans que je fais des tables rondes, j'exagère, 25 ans que je fais des tables rondes, j'en ai jamais vu une. Faudrait qu'on essaie un jour. Je sais pas comment on ferait par rapport au public, mais ça pourrait être plutôt sympa. Charles Marginier, je vous laisse prendre le micro en premier. Bonjour. Bonjour. Donc vous représentez une entreprise qui non seulement est une réussite extraordinaire, mais en plus a fait la une de l'actu il y a quelques semaines. Vous nous parlez un petit peu effectivement de votre entreprise, de qui vous êtes, de votre parcours d'entreprise. Ce qui est intéressant aussi ce matin, c'est qu'au-delà d'avoir des experts, on a aussi, j'allais dire, des jeunes entreprises. Voilà, hein, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a l'intérêt du sujet qu'on va aborder ce matin, mais peut-être aussi l'intérêt des entreprises qui ne sont pas des dinosaures de l'histoire, des dinosaures du web peut-être, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ils ont des choses aussi dans leur vécu qui vont certainement vous intéresser au-delà de leur expertise. Guillaume Bourillon de Voom qui va être avec nous ce matin à la grippe, il paraît que c'est la saison, hein. Voilà, c'est dernière limite, hein. Le printemps là, ça va durer une des fois maintenant, donc il a encore droit à la grippe, c'est autorisé jusqu'à, allez, encore pendant 15 jours. Jean-Baptiste Gallier. Oui, au bout là-bas, effectivement, vous avez perdu. Ah oui, vous avez vos petits panneaux, si vous avez changé vos petits panneaux, tout va bien. Remarquez, j'ai peur qu'ils ne se lisent pas depuis la salle, donc ça revient au même. Jean-Baptiste, alors, là aussi, quelques mots, vous êtes professeur de marketing à l'ESC, donc tout à l'heure je parlais de cette belle école, vous nous raconterez quand même un peu qui vous êtes, voilà, votre parcours, et puis j'ai un petit mot aussi pour l'école peut-être, j'imagine, parce qu'il y aura certainement des belles choses à dire. Clément, je vais prendre le micro, on se tutoie ce qu'on se connaît. Clément, c'est une start-up, on va dire, mais qui est une start-up qui est en train de s'installer. Il y a un cap, hein, il y a un cap qui a été franchi. Ils ont fait une vidéo récemment qui est juste géniale. Franchement, là, voilà, qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. L'entreprise s'appelle Gentil Alouette, c'est ça. Le nom n'a aucun rapport avec le produit, on est aussi d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Avec, là aussi, c'est assez amusant parce que Clément Fichy est là pour parler de son expérience, son vécu de chef d'entreprise, de jeune chef d'entreprise qui utilise les réseaux sociaux. Mais j'allais dire, de par le vécu qu'ils ont déjà depuis 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans, oui. 2 ans, ok. Depuis 2 ans, il y aura certainement aussi du vécu et donc de l'expertise. Et c'est là où tout le monde va pouvoir effectivement amener un petit peu son expertise. Céline Becker, bonjour. bonjour. Alors, vous aussi, vous êtes à la fois, j'allais dire, vous n'êtes pas créatrice d'entreprise au sens start-up. Par contre, les réseaux sociaux, c'est votre quotidien. En un mot, dites-nous pour qui vous travaillez, juste... Donc Céline Becker, directrice du Novotel Suite, avenue de la République. Voilà, donc vous voyez, un hôtelier, quelqu'un qui au quotidien se trouve confronté à une obligation qui est aujourd'hui que le tourisme, l'hôtellerie au sens général du terme, l'essentiel passe par le web, ou beaucoup tout au moins, que ce soit par les TripAdvisor ou autres, ou avec les sites, les plateformes spécialisées, et puis la nécessité aussi le danger, ou la nécessité, ou l'obligation de voir un peu ce que les clients racontent sur le web, et savoir bien l'utiliser, on va en parler ensemble. Et puis, dans les témoins, on a également des porteurs de projets. Voilà. Vous n'avez pas créé encore, c'est ça? Non, pas encore. Alors, qui est Willy et qui est Mathieu? Je suis Mathieu. Et moi, Willy. Et vous, Willy, d'accord, ok. Tiens, j'allais dire, voilà, on va démarrer par vous. Tiens, racontez-moi un peu, puisque vous êtes les porteurs de projet. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Quel est votre projet? On parle juste là de l'entreprise. Ça sera une bonne entrée en matière, puisqu'après tout, c'est vous qui allez passer le cap. On n'aborde pas encore les réseaux sociaux, on aborde vous, voilà, les hommes que vous êtes, et le parcours et l'entreprise. Donc moi je suis Mathieu et je suis actuellement étudiant à l'ESC à Clermont. Je suis en fin d'études et je réalise mon stage au sein de l'incubateur de l'ESC Clermont. Donc on a une communauté, moi et Willy, sur Instagram, et on veut s'en servir justement pour créer un nouvel univers autour de la nutrition et du fitness. D'accord. Donc au-delà de l'ESC, vous passez le reste de votre temps en 3 temps. Enfin, il y a une partie ESC, une partie création d'entreprise et une partie salle de sport, j'ai l'impression. Non, c'est ça, non? C'est ça. Ça vous va bien. Hein, voilà, moi, je ne veux rien dire. Je serai d'accord avec tout ce que vous allez dire. Je ne dirai rien contre vous. Willy, quelque chose à rajouter ou dans ce parcours? Pourquoi ce choix de créer une entreprise à la sortie de l'école que je trouve vraiment admirable?
non, il a à peu près tout dit pour présenter, mais on va dire qu'on a commencé un peu sur les réseaux sociaux et au final, il y avait un fort engouement autour de la nutrition, du sport, etc. Et on a remarqué au fil du temps, en écoutant un peu les followers, qu'il y avait peut-être un nouveau besoin en fait dans la nutrition, dans le sport, etc. Et du coup, à partir de ça, on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose pour répondre à leurs besoins et puis faire avancer les choses. Et on s'est basé un peu sur ça pour développer notre entreprise, commencer à la développer du moins. Bon, l'objectif, c'est la création, le passage. Vraiment, la boîte est lancée ou pas alors finalement? Alors, vous êtes porteur de projet ou c'est porteur de projet? Oui, c'est pas encore. Pas encore lancé. L'objectif, c'est pour quand alors? On aimerait bien fin de l'année. Fin de l'année, d'accord, ok. Et vous terminez le ESC en juin ou il reste encore Moi, l'école c'est fini. Maintenant, je suis en stage dans 3 mois. Ouais. Le stage est fini, mais je vais continuer à travailler avec l'incubateur de l'ESC Clermont jusqu'à l'ouverture du projet. Vous êtes à l'incubateur, donc Fabrice, oui. Fabrice qui est où? Il est là-haut. Il est là-haut, il est tout en haut, Fabrice. Voilà. J'allais dire, s'il y a bien quelqu'un sur le Clermont aujourd'hui. C'est la pluie, le beau temps, peut-être pas exagéré, mais j'allais dire un influenceur, un insuffleur, peut-être plus qu'influenceur, un insuffleur, voilà, d'état d'esprit de création chez les voilà, c'est bien Fabrice. Si vous avez des idées de création, n'hésitez pas à en parler à Fabrice, c'est certainement la personne à voir, même s'il y en a beaucoup d'autres sur Clermont, on ne va pas dire l'inverse. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place autour de la création et les petits déjeuners en font partie. Alors, on va revenir sur les experts parce que tant qu'à faire, on va démarrer avec les professionnels, ceux qui ont ceux qui ont dépassé combien de visiteurs vous aviez sur FireRank je sais pas, en jour, en mois, en année avant les petits incidents, j'allais dire, on va peut-être raconter en 2 mots parce que j'ai lancé la chose comme ça. Racontez-nous déjà qui vous êtes, effectivement, et l'histoire de l'entreprise dans ce cas-là. Alors, donc je m'appelle Charles Marginier, je suis auvergnat, Châtel-Guyennet pour être plus exact. Entrepreneur depuis longtemps, en fait, à la base, moi je suis développeur et à vouloir automatiser des tâches, automatiser des choses et essayer de vivre par l'automatisation de ces tâches, par le développement. Je suis devenu, par la force des choses, parce que c'était pas ma vocation première, entrepreneur. J'ai commencé donc il y a 7-8 ans à essayer de créer des projets. Il y a des choses qui se sont bien passées, il y en a d'autres qui se sont beaucoup moins bien passées. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. Il y a 4 ans de ça maintenant, voilà, j'ai créé un projet qui s'appelait au passé, qui s'appelait FireRank, qui était un média social, donc oui, ça fait un petit peu de bruit sur la région. Oui, et pas seulement, et pas seulement. Et voilà, puis aujourd'hui, je suis sur d'autres projets entrepreneuriaux. D'accord, ok. Salut. Sérieux l'entrepreneur, quoi, finalement. Peut-être par la force des choses, mais j'allais dire, c'est hors de question d'arrêter, hors de question de ne pas avoir le vrai savoir. Oui, hors de question d'arrêter, parce qu'une fois qu'on a mordu à l'entrepreneuriat, je pense que c'est très difficile de revenir à, on va dire, une vie un peu plus standard. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous diriez si j'avais tendance à penser que aujourd'hui, dans le web, c'est une des niches sur lesquelles, effectivement, on devient par définition entrepreneur. Vous disiez par la force des choses tout à l'heure, j'allais dire, est-ce que pour vous, effectivement, c'est quand même une des niches sur lesquelles les investissements ont beaucoup baissé aujourd'hui, surtout que vous étiez parti que en vous appuyant sur les réseaux sociaux. Donc, investissement zéro. Investissement humain, déjà un investissement zéro, c'est ça, c'était un vrai choix stratégique ou il y avait un côté budget aussi? Et bien alors en fait, c'est vrai que la différence quand on est entrepreneur du web, en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'ai toujours considéré, c'est que beaucoup de monde m'a dit c'est incroyable, tu as pris des risques incroyables. Et moi je considère pas avoir pris des risques. C'est un petit peu la différence du web parce que moi j'ai beaucoup de respect justement pour la personne qui va ouvrir sa petite boutique, qui va s'endetter de 200 000 € pour pouvoir ouvrir sa boutique et essayer d'en vivre. Parce que nous, entrepreneurs du web, souvent on a cette chance de pouvoir démarrer avec très peu et du coup avoir un risque très très limité. Et c'est vrai que moi jusqu'ici sur mes projets, par exemple FireRank ou même avant je dirigeais une agence web, les investissements ils ont été de zéro, c'était juste du temps. Et en fait c'est d'essayer d'optimiser son temps sur la production de valeur pour pouvoir justement réussir à en créer quelque chose. Et donc on peut avoir finalement cette force de limiter l'investissement et par limiter l'investissement, limiter le risque. Alors, juste par rapport à ma question du début, parce que ça va montrer votre expertise sur les réseaux sociaux, encore une fois, en visiteur moyen sur FireRank, c'était quoi? Alors en fait, on avait FireRank, puis
tout un tas d'autres groupes de sites médias qui faisaient les sites en termes de visites. Ça représentait 2 millions de visites par jour. Par jour, d'accord. Et Firehawk, en fait, on était un média social, 100% vidéo. Donc là, on était sur 2017 à 1,7 milliard de vidéos vues. D'accord, donc vous voyez, quand il va vous parler, vous pouvez prendre des notes. Je crois que effectivement, il y aura des bons conseils. On va continuer la présentation et on reviendra après sur votre expertise, justement. Alors, Clément, là aussi, quelques mots sur le parcours, l'origine. Pourquoi un jour, un matin, en se réveillant, on dit tiens, je vais faire des nœuds papillons. Déjà, il faut expliquer. Voilà. Et puis j'allais dire, en plus, je vais les faire, mais je vais les vendre et je vais parce que vous avez la double expertise, c'est quasiment une entreprise industrielle. Hein, pour une partie, il y a les machines chez vous, c'est ça qui est extraordinaire. Les ordinateurs côtoient les machines. Alors racontez-moi un petit peu, raconte-moi un petit peu voilà, la genèse de Gentille Alouette. C'est vrai qu'au début, c'est une activité qui est purement artisanale. Et puis c'est vrai que quand on a annoncé à nos parents, on va se lancer, puis à nos amis, on se lance sur le papillon. Bon, au début, les réactions sont forcément un peu inattendues. C'est ça. Mais non, effectivement, on avait un projet et on a aujourd'hui développé le costume et la chemise sur mesure, à Clermont, donc une activité complémentaire. Et c'est vrai qu'on est passé d'un petit atelier avec une production finalement qui n'était pas du tout organisée à aujourd'hui à peu près entre 1000 et 1500 de papillons par mois expédiés. Alors on utilise bien évidemment les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui indispensables, mais aussi des canaux plus traditionnels comme le retail. D'accord, le retail, ouais. Et donc oui, non, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a eu du chemin en 2 ans et on est passé effectivement d'un petit atelier à des process, mettre en place des process, une organisation, du recrutement et aujourd'hui une nouvelle activité avec le costume et la chemise sur mesure qui est très complémentaire et qui nous permet de aussi bien travailler beaucoup sur la région, mais aussi au national et même à l'international. Alors, quand vous dites que vous avez fait le choix d'aller sur le Witzel, d'aller en boutique, vous vendez aussi par d'autres canaux, type Amazon ou autre, par des plateformes où vous avez votre boutique à vous et vous vendez par des boutiques physiques, hein, ou est-ce qu'au milieu de tout ça, vous êtes aussi sur des plateformes collectives, on va dire, de vente? Non, on a fait le choix de garder le site internet et à côté de passer, effectivement il y a la boutique à Clermont, mais aujourd'hui on a une 50aine de boutiques partout en France, donc des revendeurs tout simplement, avec qui on travaille et c'est aujourd'hui encore le gros de l'activité. On n'était pas forcément, même loin de là, des experts sur le digital, on s'est formé sur le tas. Vous êtes là comme témoin, donc ça tombe bien. Exactement, c'est aussi un retour d'expérience qu'on peut donner sur, on démarre avec un projet, avec beaucoup de fausses idées aussi sur les réseaux sociaux, en se disant on va créer une page Facebook, on va mettre 2-3 super visuels. Voilà, en plus, en ce moment, il y a le Made in France, elle vend en poupe, donc on s'est dit, c'est bon, on avait un peu, à l'instar du slip français par exemple, cette volonté de faire pareil sur le nœud papillon, qui était un produit sur lequel on avait fait une étude de marché. Et on s'est rendu compte que finalement, le digital, quand on ne vient pas de ce milieu-là, c'est pas si facile que ça. Et aujourd'hui, on commence tout juste à justement se professionnaliser. D'accord, là-dessus. Bon, on va effectivement en parler. Céline, j'allais dire, parcours aussi quand même, quelques mots sur, même si j'allais dire que vous êtes la directrice, la chef d'entreprise établie, expérimentée de cette table ronde. J'ai un petit peu quelques mots sur le parcours tout de même, et puis l'établissement que vous représentez, et quelques mots peut-être aussi sur le club hôtelier clermontois. En quoi consiste-t-il? Voilà, racontez-nous un petit peu tout ça. Donc, j'ai commencé en 2006 en tant que réceptionniste à l'époque Suite Hôtel. Évolution interne, j'en suis devenue directrice en 2010, début 2010. Belle évolution. Et par rapport aux réseaux sociaux, je les ai vus naître petit à petit avec des... Suite Hôtel, en fait, était un produit un peu décalé de l'hôtellerie. Et il y avait déjà des réseaux qui naissaient, ça s'appelait Nomad Sphere à l'époque. Les clients de Tourist Suite Hôtel de France ont créé une sorte de blog pour expliquer un peu toutes les choses à faire dans chaque ville. Et petit à petit, pour ma part, j'ai vu naître les réseaux sociaux et obligée de les suivre parce que les clients nous laissent tous les jours des commentaires sur les établissements et si on ne répond pas, on se tue tout seul. On est obligé d'être très réactif, de communiquer, de profiter aussi de leurs petits mots, que ce soit satisfaction ou non satisfaction, de profiter pour mettre son établissement en avant et surtout de répondre s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, il faut répondre aussi.
Et si on ne répond pas, on va en donne parler. une belle image. On va en parler justement. Votre réflexion me rappelle j'ai aussi une agence digitale, j'interviens chez des clients et effectivement c'est cette notion de transformer une angoisse quelque part ou une inquiétude sur ce que laissent les clients en opportunité de vente, de revente derrière ou de vente additive et c'est réellement quelque chose. Alors en même temps, comme disent beaucoup des experts du digital qui ont atteint mon âge canonique au-delà de la cinquantaine, c'est pas nouveau puisqu'on se souvient dans les années 70, c'est une étude américaine sur des loueurs de voitures et des loueurs de billets d'avion qui disait qu'effectivement un client qui est mécontent, si on le traite derrière, il devient beaucoup plus fidèle qu'un client qui n'a eu rien à dire parce que ça s'est juste bien passé. Donc traiter effectivement les clients mécontents. Oui, ne pas apporter de réponse. Voilà, c'est ça. Il va en parler autour de lui, ça va faire encore beaucoup plus de mal. Si vous apportez une réponse, la plupart du temps, j'ai même des petits mots après, pas forcément sur les sites, mais il va envoyer un mot au directeur pour remercier et il va revenir. C'est là où vraiment il faut prendre ça en considération, bien répondre, bien communiquer et derrière vous développer vos ventes. Et ça nous amènera, j'espère, aussi à parler peut-être un tout petit peu avec les experts des chatbots, le côté automatisé des réponses, qui est aujourd'hui de la non-intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pourrait dire, qui est quand même à voix du froid et à voix du plat, et qui n'est peut-être pas la valeur humaine émotionnelle qu'on peut y mettre dans des... Voilà. On s'est déjà parlé, donc j'enchaîne avec Monsieur le professeur, ça fait bien, Monsieur le professeur. J'allais dire, alors, en quelques mots aussi, le parcours, l'homme, et puis peut-être l'école aussi, le prof de marketing, est-ce que on met beaucoup de digital à l'ESC? Voilà, en quelques mots. Donc oui, Jean-Baptiste Gallier, donc je suis professeur de marketing et je coordonne une spécialisation marketing digital et communication, à la fois pour les étudiants en formation initiale, et depuis peu, on propose cette formation continue pour des adultes, des vrais adultes. Donc, oui, on essaye d'insuffler du digital un petit peu partout, mais pas uniquement dans le marketing, même si le marketing l'incarne peut-être davantage, mais c'est pas une question c'est certainement pas un domaine qui doit être réservé aux marketeurs. Ouais. Ça doit être abordé de manière transversale parce que tous les secteurs de l'entreprise sont vraiment touchés par le digital et également par les réseaux sociaux. Les marques employeurs, les RH également sont particulièrement concernés par le digital. Donc on essaye, effectivement, c'est la partie visible de l'iceberg sur le digital et le marketing, mais c'est quelque chose qui est insufflé et qui est appréhendé, peut-être pas assez, mais en tout cas c'est la vraie tendance de l'implémenter un petit peu dans toutes les approches. D'accord. Que ce soit que ça dépasse le cadre effectivement du marketing, ça intègre tout le process de l'entreprise aujourd'hui, que ce soit en RH, que ce soit en supply chain pour le côté industriel, enfin qui n'est peut-être pas enseigné aussi à l'ESC, mais il y a effectivement... Si. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Si, la supply chain, mais même la comptabilité. Enfin, il y a vraiment une transformation digitale pour les experts comptables. Enfin, tous les métiers sont impactés par ce sujet. Et peut-être disrupté pour beaucoup d'entre eux, donc ça sera notre débat aussi sur c'est ça, la remise urgente maintenant en question, mais bon, c'est clair. Et donc, oui, et par rapport à l'école, enfin, par rapport à l'enseignement de cette discipline, il y a un vrai problème, une vraie joie, c'est que les vérités d'aujourd'hui ne seront certainement pas celles de demain. Et demain étant dans 6 mois. Donc c'est, contrairement à la compta, où il y a une stabilité autour de la compta, donc qui est assez facile à enseigner, c'est comment enseigner, et d'ailleurs les exemples cités par les entrepreneurs le montrent bien, leur rapport au digital est un rapport dans l'adaptation permanente, la remise en cause permanente, et c'est comment enseigner ça. Donc c'est comment mettre notre boulot, nous, c'est de mettre en situation 2 finalement. De faire intervenir les meilleurs experts sur des points en particulier, mais finalement, pour progresser et s'autonomiser sur le digital, il faut faire. Oui, bien sûr. Et être dans une démarche un peu de lean, d'effectuation, etc., où on expérimente, on teste, on pose une hypothèse, on teste, on mesure et on recommence. Et si on n'est pas dans et ça, à mon avis, c'est la qualité à développer en priorité, avant de développer l'expertise dans le référencement, dans l'outil Facebook, etc. C'est vraiment un mindset permanent tester chaque jour, test AB, etc. Voilà. On vérifie si... Et finalement, c'est pas forcément... On en reparlera peut-être, mais c'est pas
Les meilleurs là-dedans, et même dans les réseaux sociaux, c'est pas ceux qui savent le mieux utiliser le réseau, c'est ceux qui ont compris finalement les fondamentaux du commerce qui ne changent pas, ce qu'était la relation. Oui, c'est ça, exactement. La donc, relation client, la relation à l'humain, la psychosociologie du groupe finalement, comment il se comporte, quels sont ses leviers d'action, et après le canal a changé, l'outil a changé. Et la difficulté, c'est pas de se faire embarquer par l'outil, qui est extrêmement séduisant, qui est extrêmement riche, donc on peut y passer des heures, mais en fait l'enjeu c'est pas là, c'est pas dans la maîtrise de l'outil, c'est dans l'approche de la relation. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Charles, parce que justement, alors, moi, votre ressenti justement par rapport aux réseaux sociaux, on en est où aujourd'hui? Peut-être pas nécessairement en chiffres, quoi, si vous en avez, je suis preneur. J'allais dire, je suis un jeune créateur, j'aborde comment finalement? Est-ce que c'est vraiment incontournable? Comment vous voyez les réseaux sociaux, ce qu'ils sont aujourd'hui, peut-être ce qu'ils seront dans 6 mois, on va dire, tout bouge très vite, alors dans 1 an peut-être, donc voilà. Alors oui, tout bouge très vite, c'est vrai qu'on a, je crois, tous les 6 mois à peu près, on a une annonce majeure d'un gros changement d'algorithme de la part de Facebook, donc c'est vrai que c'est des choses qui bougent tout le temps, et en effet, comme tu dis, il faut cultiver cette culture du test, et plus que finalement reposer sur des acquis qu'on a pu apprendre il y a quelques années, parce qu'en effet les choses passent leur temps à changer continuellement, et donc il faut continuellement se remettre en question et remettre ses acquis en cause. Mais malgré que les choses changent, on entend beaucoup dire Facebook, les réseaux sociaux, c'est la fin d'un Eldorado, c'est la fin de tout ça. Les choses ont changé, mais ça reste malgré tout une formidable opportunité pour beaucoup de monde. Alors déjà, c'est une question de contexte, parce que toute entreprise n'a pas forcément vocation à se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc en fonction de ses objectifs, elle va pouvoir y aller ou pas y aller. Par exemple, je sais que moi j'ai un ami charpentier, lui dans son cas, ça sert à rien qu'il aille perdre son temps sur Facebook à poster des jolies photos, alors que justement il peut travailler son positionnement Google et avoir des résultats, réaliser de la performance, trouver des clients, donc quelque chose de plus adapté. Donc déjà c'est une question de contexte. Mais au-delà de ça, les réseaux sociaux, si ça reste une formidable opportunité, c'est que c'est une évolution des usages. C'est-à-dire quand on a commencé à tous arriver sur Facebook, c'était en 2007, 2008, 2009, ces années-là, on voyait seulement arriver les premiers smartphones, parce qu'il me semble que le premier iPhone ça doit être 2007, donc on n'avait pas du tout le même rapport finalement face à l'information qu'on consommait sur internet. On avait un rapport face au site internet, on accédait au site internet en direct, quand on allait sur internet c'était derrière notre ordinateur, les premières tablettes n'existaient pas encore, et petit à petit on a vu une mutation, une transformation des usages qui fait que on a un petit peu quitté l'ordinateur au profit du téléphone. On est devenu un peu plus passif face à l'information. On a commencé à consommer l'information plus par la vidéo. Donc on a vu justement la vidéo arriver de manière massive. Les plateformes sociales l'ont vu parce qu'elles se sont seulement adaptées finalement aux usages. Donc on a vu il y a quelques années, par exemple Facebook passer les vidéos en autoplay, donc en lecture automatique. Et les utilisateurs de moins en moins allaient justement sur les sites web. On a assisté à ce qu'on appelle aujourd'hui la plateformisation, c'est-à-dire que on est tous concentrés sur notre smartphone, et sur notre smartphone, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on télécharge quasiment plus d'applications, et notre attention se retrouve concentrée sur nos plateformes sociales, puis sur notre boîte mail ou sur 2-3 autres applications. Et malgré ça, certes, avec une approche comme on aurait pu avoir il y a quelques années, on ferait plus grand chose. Mais aujourd'hui, le fait de pouvoir justement s'adapter à ça et faire de la vidéo nous permet justement de toucher encore plus de monde en ayant une approche différente, mais qui est tout autant efficace, quoi. Il faut juste se réapproprier les usages et faire avec. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, compréhensible pour des experts. On va considérer qu'il y a différents niveaux dans la salle, c'est le cas. Si je prends, vous parlez de la vidéo. Pour vous, aujourd'hui, deux éléments, ou 3 même. Vous disiez, effectivement, la vidéo, c'est ce qu'on regarde, on dit que c'est 60% du flux Internet aujourd'hui, mais enfin bon, vu que ça consomme plus de flux, voilà. Enfin, dans tous les cas, les gens regardent peut-être plus spontanément la vidéo, donc ça, c'est un facteur humain.
Vous parliez également effectivement de vidéos en autoplay sur Facebook. Là, on rentre tout de suite dans le petit détail, petit truc, la différence entre la vidéo YouTube, on va peut-être en parler, qui va apparaître en micro-vignette, et le fait de télécharger sur Facebook. Et le troisième élément que vous parliez, c'était effectivement de se dire que les réseaux sociaux restent des formidables opportunités. Il faut que finalement, c'est là où il faut être, peut-être pas partout. Par contre, peut-être pas pour tous les métiers. Alors si on reprend en de la vidéo, j'aimerais qu'on en parle un peu. C'est quoi les 2-3 conseils de base qu'on peut donner à un jeune créateur Cyril? Alors, 2-3 conseils comme ça à la volée, sur la vidéo, sur les réseaux sociaux. Faut bien se mettre en situation. Quand aujourd'hui on consomme une vidéo sur les réseaux sociaux, certainement d'entre vous, depuis qu'on est arrivé, on fait un petit rafraîchissement sur leur fil d'actualité Facebook. Partagez le live, hein, ça serait sympa, j'ai vu passer tout à l'heure le live, ça serait... Pardon, excusez-moi, je vous découvrais. D'autres devant la machine à café, ou d'autres de manière plus sérieuse. Donc il faut bien prendre ça en considération. Et qu'on est sur les réseaux sociaux dans un fil d'actualité. Donc on n'a pas du tout la même approche dans la construction d'une vidéo, dans la réalisation d'une vidéo, comme on l'aurait à la télé ou comme on l'aurait sur YouTube, parce que c'est pas utilisé ni de la même façon ni au même moment. Et si je devais donner comme ça 2-3 petits conseils à la volée sur justement pour envoyer une vidéo sur Facebook, ça serait déjà sous-titré, parce qu'on n'a pas le son quand on regarde une vidéo. Votre téléphone, vous l'avez à la verticale, donc ne publiez pas une vidéo en 16/9, c'est du gâchis, parce que derrière, on ne voit pas personne, regarde... Format carré dans ce cas-là? Format carré, ou voire même carrément le format, un format totalement vertical, qui est adapté au smartphone, parce qu'aujourd'hui, nous, pour vous dire, sur nos sites web, les audiences qui provenaient de Facebook, on était à 85% d'audience qui étaient mobiles. Donc Facebook, c'est vraiment un usage massif mobile. Donc il faut s'adapter à ça et se dire, quand je construis une vidéo que je veux diffuser sur les réseaux sociaux, la majorité des gens qui vont la regarder n'auront pas le son et la regarderont sur un smartphone de manière verticale. D'accord. Alors ce que vous êtes en train de me dire, c'est que j'allais dire, si je ne sais plus, je suis pas un professionnel du montage, je tourne ma vidéo, je la dépose sur YouTube, pour quelques temps après j'ai les sous-titrages et je ramène ma... Ah non, remarquez, ils suivront pas, les sous-titrages suivront pas. Mais dans tous les cas, il faut la publier sur Facebook, hein, c'est ça. Je ne mets pas le lien YouTube sur ma version. Voilà, ça c'est un autre impératif, c'est que les plateformes, et quelles qu'elles soient, elles vont valoriser ce qu'on appelle le contenu natif. C'est-à-dire que si vous voulez publier une vidéo, ne la mettez pas sur YouTube en me disant je vais publier mon lien YouTube sur Facebook, comme ça je ferai plus de vues sur YouTube. Votre objectif, c'est pas de faire s'affoler le compteur de vues. Votre objectif, c'est que votre vidéo elle capte l'attention et qu'elle ait un impact sur une audience. Donc publiez-la, si vous la publiez sur YouTube, coupez les côtés, il y a plein d'outils très simples qui tout novice peut utiliser aujourd'hui pour même il y a des applications qui le font pour rendre sa vidéo carrée ou pour y mettre du sous-titre, mais publiez-la comme si comme vous publierez un statut. Donc, bien la dupliquer. D'accord. Juste un petit élément pour bien faire comprendre, parce qu'il y a une guerre, il y a vraiment une guerre majeure. On a Google d'un côté, Facebook de l'autre, donc YouTube appartenant à Google, c'est ça. J'allais dire, comme par hasard, la viralité, le reach naturel des vidéos YouTube n'existe pas sur Facebook, c'est ça. Donc d'où le fait d'être en natif, c'est plus important. Grosso modo, il faut faire un peu attention à cette guerre-là. Forcément. Pour vous, c'est évident, mais tout le monde ne le sait pas. Si vous faites un slide share, enfin un PowerPoint posé en ligne, vous pouvez mettre sur LinkedIn parce que ça leur appartient. Et si vous faites bien sûr, sur LinkedIn, moi je l'ai vu par le passé, publier un article sur LinkedIn plutôt que d'utiliser une plateforme par exemple comme Medium pour rédiger un article et après diffuser le lien Medium sur LinkedIn, forcément LinkedIn valorisera le contenu natif sur sa plateforme pour une raison qui est très simple, c'est que si vous vous appelez LinkedIn ou Facebook, vous ce que vous voulez c'est que les utilisateurs restent sur votre plateforme, donc automatiquement ils valoriseront le contenu natif de la plateforme. Avec l'outil Pulse, c'est ça qui est sur LinkedIn. Alors justement, parce qu'on parle de Facebook, mais on parle de faire du business. Alors business,
business, on pense toujours LinkedIn, on se dit voilà, c'est la plateforme business. Pour vous, on peut faire du business sur Facebook aussi? On peut arriver à vendre. On peut faire du plateforme partout, on peut faire du business partout où il y a une audience. Oui. C'est juste qu'il faut comprendre cette audience, s'y adapter et communiquer avec cette audience avec les bons codes. C'est-à-dire que voilà, sur YouTube, on ne parlera pas aux gens de la même façon qu'on leur parlera sur Facebook et encore moins de la manière dont on leur parlera sur LinkedIn. C'est pour ça qu'au-delà du format, par exemple du format carré, il y a aussi le contenu de la vidéo. C'est-à-dire que sur YouTube, on va valoriser un contenu qui dure 10 minutes. Si vous publiez une vidéo de 10 minutes sur Facebook, c'est une catastrophe. Vous aurez un taux de vue qui sera infime, alors que sur Facebook, justement, il va falloir mettre au format carré ces vidéos. Et l'idéal, ça va même être de la découper, par exemple, en 6 ou 7 capsules vidéo d'1 minute que vous allez diffuser sur Facebook. Parce que d'une part, vous atteindrez beaucoup plus de monde par la redondance, on va dire, le fait de publier différents contenus. Et au-delà de ça, ça vous permettra d'avoir un temps d'attention plus long, étant donné qu'il sera divisé en 6 ou 7. Parce que voilà, quand on est devant la machine à café, non, on n'a pas un contenu de 10 minutes. Non, c'est clair. Et peut-être pas non plus une totalité d'une conférence d'une heure et demie, mais on va choper, effectivement, on va attraper des bouts au passage. Alors, je continue beaucoup avec vous, mais on va partager, parce que bon, on parle de vidéos, on parle de faire des choix de LinkedIn, voilà, d'utiliser les outils natifs. Mais vous avez parlé client à un moment donné, vous avez dit finalement c'est de s'adapter à ce que le client veut. Donc finalement on remet l'homme au centre, on remet l'humain au centre. Est-ce qu'on n'a pas trop pensé, comme au début du web du web 1.0 avec Google, où on a pensé que c'était l'outil qui était premium, et puis finalement ça allait être un miracle, on allait vendre toute la planète entière. Est-ce que là aussi c'est pas l'humain qui a retrouvé sa place maintenant? Et paradoxalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début c'était les réseaux sociaux étaient des réseaux sociaux, c'est devenu des plateformes médias. Ce que d'ailleurs Mark Zuckerberg se refuse à dire, et quand il y a des journalistes qui lui annonçaient, ils disaient non, surtout pas, on n'est pas une plateforme média, on est un réseau social. Mais finalement, les liens n'ont jamais été aussi faibles de toute l'histoire des réseaux qu'aujourd'hui sur Facebook. Le lien entre, on va dire, la page Facebook, donc ça peut être un média, une personne, une petite entreprise, et l'utilisateur est faible. Et du coup, on est en train d'assister à un effet inverse qui consiste à dire, voilà, on remet l'utilisateur au centre de tout, et le but, c'est de créer un lien fort justement avec les communautés. Oui. Alors, Jean-Baptiste, je vous fais réagir parce qu'on parle du client, là, subitement on parle de marketing, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est et le web au sens général aujourd'hui, c'est peut-être finalement un bon retour aux valeurs du marketing, et puis peut-être la première des choses, c'est comprendre sa cible, non? C'est comprendre à qui on parle et quels sont leurs codes et quels sont leurs usages finalement, avant même de parler contenu ou plateforme. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment En fait, on revient aux fondamentaux. Ce qui est essentiel, effectivement, le consommateur, en fait, finalement, la révolution, ce qui a changé, c'est effectivement, il y a de nouveaux outils qui ont généré de nouveaux usages. Et il y a un consommateur, en fait, je pense que le vrai changement de paradigme, c'est que le rapport de force est inversé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une pouvoir de domination qui était des marques sur les consommateurs, qui poussait du contenu. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, notamment, on est dans une relation beaucoup plus équilibrée. D'accord. On a le consommateur qui va chercher l'information dont il a besoin, qui n'attend plus qu'on lui pousse l'information. Il sait où la trouver. Il sait trouver un bon prix. Oui. C'est l'expertise qu'il a développée le plus sur Internet. C'est aller chercher le bon prix. Ce qui est un vrai enjeu. Il sait trouver le produit également. Donc du coup, il faut que les marques... Donc ce rapport de force, c'est inversé. Mais c'est un rapport de force d'ailleurs sociétal. Le rapport de force entre les étudiants et les enseignants se sont aplatis. On n'est plus dans une relation descendante. Le rapport de force entre le médecin et le patient, également, c'est complètement horizontalisé. C'est le drame des médecins. Oui, bien sûr. On a traité un patient qui croit en savoir beaucoup plus qu'eux. Mais en tout cas, les vendeurs de la FNAC qui se retrouvent avec des clients qui ont potassé le sujet comme des malades avant de venir et qui en savent plus sur l'appareil photo que le pauvre vendeur qui a son stock qui tourne tous les 3 mois, qui ne peut pas se tenir à jour. Donc cette horizontalité des rapports fait qu'on est obligé de repenser la relation et la relation. Donc qui nous ramène à l'humain. À l'humain. D'ailleurs certains ne parlent même plus de B2B, B2C, ils parlent de H2H, human to human. Human to human, au milieu il y a une machine, mais ce n'est qu'un transfert. C'est un vrai enjeu. Et l'autre difficulté, c'est qu'on est dans une logique multicanale. Oui. C'est-à-dire que nous, on ne se pose même pas la question en tant que consommateur si on est en ligne, pas en ligne, réseau physique, réseau... Non, enfin,
C'est un processus complètement intégré et normal. Or, les entreprises font trop la distinction entre c'est une relation physique, donc ça c'est mes vendeurs qui vont s'en occuper, ça c'est en ligne, donc c'est mon community manager. Non, en fait, le vrai enjeu, la vraie difficulté, c'est comment faire en sorte que tout le monde s'approprie cette relation. Et donc, il va falloir redonner du pouvoir, notamment aux vendeurs, aux points de vente, sur les réseaux sociaux, la présence digitale. Parce que finalement, si on prend le processus d'achat, il n'a pas changé. Recherche d'informations, évaluation des alternatives, décision, achat, usage et évaluation post-achat. Oui. Ça n'a pas changé, sauf que la vraie révolution, grâce à Google notamment, c'est que la recherche d'informations et l'évaluation des alternatives, c'est géré par l'utilisateur. C'est lui qui va chercher l'information, comme on le disait tout à l'heure, c'est lui qui va faire ses alternatives, il y a des outils qui vont l'aider à comparer, parce qu'autrefois, finalement, c'était le rôle du vendeur, essentiellement, d'accompagner le commerçant dans sa décision. Mais là, ce travail, maintenant, il est fait, dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas, par l'usager. C'est le client qui fait ce boulot. Donc, du coup, il faut changer son approche. Et c'est là où les réseaux sociaux peuvent aider à vendre, peuvent aider à nourrir, ce qui nous amène à un terme lead-bound marketing, c'est comment on peut fournir du contenu à la personne qui va aller chercher l'information par lui-même. Sachant que je finis. Non, on est sur les fondamentaux, là on est sur la brique essentielle. Oui, donc, cette brique essentielle. La triangulaire. Faut pas la perdre de vue pour aller chercher le bon outil en fait. Oui. Et sachant que, donc ça c'est cette phase que Google appelle le moment zéro de vérité, qui est la recherche et l'évaluation des alternatives, c'est essentiellement nourri par l'évaluation post-achat. Parce qu'avant, vous n'étiez pas content, voilà, on parlait des vendeurs de voitures, etc., qui n'étaient pas contents. Certes, on arrivait à les retourner si on arrivait à les traiter, mais leur potentialité de nuisance, entre guillemets, pour la marque était réduite à leurs 6 ou 7 amis. C'est ça. Tandis que là, maintenant, il y a une potentialité de nuisance, entre guillemets, mais aussi de buzz positive, c'est ça, qui est énorme. Et en fait, ces deux moments-là, donc la recherche d'information et l'évaluation post-achat, ont pris un poids qui est énorme. Et même l'évaluation post-achat, c'est ça qui va nourrir le contenu. Parce qu'on sait que les gens, dans leur recherche d'informations sur les produits, sont influencés à hauteur de 80-90%, parce que les autres ont dit après l'achat d'un produit. Donc l'enjeu, c'est comment on fait pour être présent quand les gens cherchent l'information et comment on fait pour encourager ces acheteurs contents à laisser de l'information qui va venir nourrir et influencer dans une très grande part la décision d'achat finale. Donc là se trouve peut-être le vrai changement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grossissement de ces deux phases, mais malgré tout, on est dans des process classiques. Et je pense que les réseaux sociaux, et c'est peut-être l'enjeu aussi, notamment pour il y a les pure players, un peu comme Charles, qui est uniquement son business model est uniquement présent en ligne. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous n'avez pas uniquement une présence en ligne, vous avez à combiner la présence physique avec un magasin, des points de vente et une présence digitale. Et c'est comment on peut utiliser l'homme nourrit l'autre, l'homme et notamment les points de vente, les vendeurs qui connaissent mieux que quiconque leurs clients, comment les embarquer dans ce voyage pour répondre à leurs clients, fournir du contenu, les encourager à laisser des commentaires, faire remonter de l'information, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Un vrai sur le testimonial, vraiment. Testimonial. Tout à fait. Et comment on développe cette approche un peu multicanale, et comment on embarque des commerciaux qui, par nature, à part certains qui naturellement vont là-dessus, mais n'y vont pas. Il y a un vrai levier, je pense, pour les entreprises à développer et encourager leurs points de vente, parce que c'est eux qui incarneront. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on est digital, ce qui fera la différence, c'est la capacité à incarner la marque, la capacité à remettre ça dans une relation. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai un exemple vécu avec Olivier Bernasson, le patron du pêcheur.com, qui a une success story digitale sur la région, même s'il n'en est plus depuis longtemps le patron, qui disait qu'effectivement, au début, il y avait dans son entreprise la volonté de
contraindre les réseaux sociaux uniquement aux community managers, aux webmasters. Et puis il s'est rendu compte un jour que c'était l'inverse. Il a poussé ses salariés, alors il a attention, vous portez la marque, mais y compris le magasinier, parce que surtout dans un domaine de passionné, la pêche, hein, c'était voilà, il valait peut-être mieux que ce soit même le magasinier qui répond en disant bah, attends, t'as qu'à la pêche parce que t'as pas mis de moulinet, machin, etc. par rapport à... Et c'était une affaire de passionné, et de là, c'est une des raisons qui en fait que sur les réseaux sociaux, parler de la pêche devenait passionnel, et il valait mieux que ce soit un technicien qui s'y connaisse parce qu'il pêche que parfois même le community manager qui n'avait pas du tout ni la formation, ni peut-être même l'intérêt pour le poisson et la pêche. C'est vrai que c'est... Sachant que vous parliez de chatbot, oui, pêcheurs.com, ils n'ont pas un chatbot. Ouais. C'est quand vous avez une question à poser, c'est la communauté qui répond. Oui, Ils ont 150 000 références différentes, donc ils ne peuvent pas connaître tous ces produits. En revanche, parmi leurs clients, ils ont des passionnés qui connaissent l'hameçon, je ne sais pas combien, je ne connais rien, ou qui connaissent la différence et qui peuvent en parler. Donc vous, en tant que consommateur, vous avez un doute sur tel ou tel produit, vous posez votre question et il y a la communauté qui répond. Donc là, on est vraiment dans une relation humaine, via les réseaux et là, sociaux. on transforme un simple public passif qui voit passer des infos sur son mur à un public actif qui va s'engager. Hein, c'est l'engagement qui va faire la différence et qui va effectivement créer un lien avec la marque. Et s'il crée un lien avec la marque, il va effectivement, on peut espérer. Après, Puis il y a le double bénéfice par rapport à ce que je disais, c'est une recommandation qui est faite par des gens comme vous. Donc il y a un poids qui est 10 fois supérieur à n'importe quel vendeur. Oui, c'est ça. Alors justement, Céline, c'est un peu votre problématique, ça, j'allais dire, voilà, les gens, surtout dans un secteur d'activité où c'est devenu la norme, hein, j'allais dire, aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on loge, on prend le temps de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, et voilà. Donc comment ça se passe au quotidien, comment ça se vit déjà au quotidien le matin, quand on voit des offres, des réponses négatives, qu'est-ce que vous faites derrière? Bon, on ne parle pas du positif, moi vous m'en voulez pas, j'imagine que c'est 99% de vos clients, et 1% qui vont justement émettre un avis un peu négatif, comment vous traitez ça? On ne vit pas bien hein, au début, faut prendre un peu de temps et surtout répondre aux commentaires. Il faut le digérer des fois pendant quelques jours et surtout au début des réseaux sociaux, moi je me rendais vraiment malade avec ça. Donc j'ai pris beaucoup de recul maintenant. Et surtout je voulais revenir, c'est aujourd'hui, je pense à Clermont-Ferrand, on a tellement de concurrence sur le monde hôtelier que il est important de répondre et de gérer tout ça, d'être un peu même fun, décalé sur Facebook ou même dans les réponses apportées à TripAdvisor parce que les gens, ils vont regarder, ils vont faire leur choix et s'ils voient un hôtelier complètement détaché du commentaire client, ils recherchent l'humain avant tout, ils acceptent l'erreur qui a pu être... on a des failles partout, donc ils regardent ça énormément. Bon, la réponse, elle était dure à apporter. Il faut surtout ne pas s'emporter, ne pas être dans la colère et puis écouter le client et accepter son erreur aussi. Ne pas... Oui, tout à fait. On dit un adage qui dit la communication, c'est ce que l'autre a compris. Donc si l'autre est mécontent, c'est qu'il y a peut-être eu un malentendu sur quelque chose, un service. Mais il faut accepter, puis il faut s'en servir pour être plus fort et ne pas refaire l'erreur après. Oui. Et c'est chronophage, comment ça représente quoi en volume, vous avez une idée par jour, ce traitement de l'information qui remonte pour vous Pour nous les hôteliers, oui, notre métier a totalement changé en 10 ans. Je pense que les TripAdvisor, ça doit dater de 7-8 ans. On n'avait pas ce réflexe, en fait, on l'a vu venir tout seul. Sur notre journée maintenant, le traitement des réseaux sociaux, que ce soit faire des posts sur Facebook ou répondre à... Parce qu'il n'y a pas de TripAdvisor, non, voilà, les commentaires ça, clients, ça on a sur Booking, sur Expedia, sur 15 sites différents. Dans notre journée, c'est quand même 2-3 heures de travail. Oui, c'est ça, ça devient particulièrement chronophage, c'est ça. Et on devient complètement addict aussi à les regarder tout le temps parce qu'on a envie de maintenir... Oui, cette notion de rapidité aussi, parce que là... il faut être très réactif, si on répond 2 mois après, ça n'a plus d'intérêt. C'est ça, je tairai l'établissement touristique que j'avais testé dans un cadre particulier, mais qui n'est pas un hôtel, sur lequel, sciemment, dans le cadre d'un test, j'avais demandé, et sur leur site, et sur leur réseau social, je suis client avec ma famille, je voudrais venir visiter, je demande ça à 9h du matin, on m'a répondu à 16h30 en disant, on ferme à 18h, donc c'était mort pour la journée, et j'avais mis, je suis là que pour la journée, j'aimerais bien venir avec 4 personnes, et c'est 4 clients de moi,
traitement de plus en plus rapide. Donc j'imagine que pour vous aussi, on ne peut pas te faire traîner 3 semaines avant de répondre à un client qui, je sais pas. Oui, parce qu'on ne trouve pas non plus que des commentaires. Des fois, il y a des questions, donc il faut être très très réactif et entraîner ses équipes aussi. Il n'y a pas que le directeur qui doit gérer ça. Oui. Les équipes sont à même aussi de pouvoir répondre, d'apporter des solutions et de partager aussi. Alors vous vous inscrivez bien dans cet esprit de dire c'est un outil de vente, parce qu'effectivement c'est un outil de notoriété, on va dire de réputation pour utiliser le mot tendance, mais j'allais dire il y a une incidence directe sur la vente qui va derrière finalement, c'est ça? Oui, l'incidence sur la vente, c'est que il y a tellement de concurrence que les gens vont voir la réactivité et la communication de l'établissement. Encore un exemple qui prouve qu'effectivement c'est l'alliance entre la connaissance du client, l'humain que vous êtes, et puis l'outil de porte-voix qui est juste un canal de transmission finalement de l'information. Donc c'est peut-être là déjà une des clés que vous pouvez peut-être noter, effectivement, c'est que ce n'est pas un outil magique, c'est pas parce que on voit combien de pages Facebook on voit où les gens entreprises partagent juste des promotions, on fait moins 20%, ou alors une photo de leur façade, ou des choses comme ça. Il faut se poser la question, ça intéresse qui et c'est quoi mon objectif finalement? C'est ça. Quel est mon objectif à travers les réseaux sociaux? Alors on va aller passer à Gentil Alouette et après je devrais revenir vers vous parce que j'ai plein de questions. 2 ans d'existence, les réseaux sociaux, comment tu l'as intégré dans la stratégie? Est-ce que ça a été un vrai levier? Est-ce que ça l'est toujours? Et un peu comment sont-ils utilisés au quotidien pour la promotion et derrière amener un clic dans un panier, quoi. C'est ça l'idée, au final c'est là. Complètement, oui. C'est venu petit à petit. C'est ce que je disais un peu au début. On a commencé par créer une page Facebook en se disant on va devenir un acteur incontournable du net. Et puis en fait, on s'est rendu compte que si on est juste présent et qu'on ne va pas chercher au-delà, finalement, c'est une vitrine en plus, tout simplement, mais qui va se limiter à une zone de chalandise qui est celle de mon entourage, mes amis, ma famille. Mais et on s'est vite rendu compte que finalement, on prend du temps pour faire des belles vidéos, pour faire des belles photos. On les poste et puis on est là tous les jours aussi à compter les likes, à se dire ça augmente. Mais on s'est rendu compte que c'est pas forcément, c'est un levier de croissance évidemment, mais c'est pas suffisant si on s'arrête là. Et c'est cette démarche qu'on a fait petit à petit justement de s'y intéresser, de comprendre pourquoi finalement on n'a pas obtenu autant de likes qu'on voulait, et c'est là où on a découvert des outils qui sont formidables, qui permettent vraiment par exemple, si on prend l'exemple de Facebook, Facebook Business Manager, c'est un outil qui permet aujourd'hui de cibler, de créer une audience et de pouvoir tester des campagnes. Alors après, il y a un peu de technique qui évolue aussi, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est vrai que on est encore un peu novice là-dedans, mais on se professionnalise et on se rend compte que en ciblant, par exemple, en se mettant à la place du consommateur et en allant cibler, je pense notamment sur le costume, ça marche aussi pour l'accessoire. Les mariés, par exemple. Je vais cibler les personnes qui ont un intérêt pour le mariage, les personnes qui ont un intérêt pour les robes de mariée. Finalement, petit à petit, on arrive à trouver une audience qui est plus réactive, qui nous permet de monter nos stats et derrière de transformer, de faire de la vente. Donc c'est vrai que là-dessus, on a mis un peu de temps parce qu'on n'était pas forcément, on n'est pas du digital. Mais on s'y est intéressé et c'est vrai que on se prend vite au jeu parce qu'on lance des campagnes, il y en a qui ne marchent pas, c'est le jeu. Il y en a qui fonctionnent bien, on cherche à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est l'audience, est-ce que c'est parce que c'est l'insight, est-ce que c'est l'image en soi, le texte, et puis on améliore comme ça petit à petit. Donc on est en train de voir un petit peu qu'il y a déjà là, il y a 3 catégories de façon de travailler avec les réseaux sociaux. Il y a la notion humaine, marketée, réfléchie, etc., qui crée un reach naturel, qui crée une viralité, parce qu'on est dans la cible, parce qu'on répond à une attente. Et puis, il y a la notion de suivre un peu les commentaires, de travailler avec, de rebondir, d'être toujours, finalement, ne pas être qu'un diffuseur, mais bien un canal de contact, dans les 2 sens. C'est H2H, j'ai retenu effectivement, c'est ça l'expression H2H. Et puis, il y a le canal lui-même, où maintenant, vous êtes en train de dire qu'effectivement, il faut payer. On peut peut-être plus se contenter d'être là, il faut s'acheter des campagnes. Et là, on en parlera avec Charles, mais c'est quoi? C'est 43% d'augmentation des tarifs Facebook l'année dernière. Non, c'est pas ça, non, je sais plus, non, c'est juste hallucinant. Donc c'est ce que tu fais, tu achètes des campagnes ciblées. Il y a deux options possibles. Il y a soit passer du temps, beaucoup de temps, je pense que c'est aujourd'hui profitable, mais c'est pas notre métier d'origine.
soit effectivement, on se donne un petit coup de pouce, on paye, et derrière, alors, il y a effectivement des prix qui sont pas donnés parce qu'on est de plus en plus nombreux à communiquer, et que c'est devenu aujourd'hui, nous, c'est pratiquement exclusivement notre seul canal de communication. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a encore un peu la presse locale, mais aujourd'hui, c'est vrai que Facebook est devenu incontournable pour exister sur Internet, et pas que d'ailleurs, parce que ça nous ramène aussi du monde physiquement. Donc oui, on paye, mais après, on fait ça aussi de façon à optimiser en tout cas nos campagnes, faire en sorte de réduire au maximum les budgets, parce que mieux on va cibler son audience, plus finalement on va avoir des taux de clics qui sont meilleurs et des coûts par clic qui sont de plus en plus bas. Et ça devient limite un peu, on est un peu joueur là-dessus, parce que du coup on essaye, on tente des choses. Et puis c'est la bourse de trouver le bon mot-clé au meilleur ROI, au oui, meilleur coût. Voilà. Complètement. Et puis c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi de toucher pratiquement son client. Je pense notamment pour les costumes, par exemple, on intervient de temps en temps chez Michelin. On vient se présenter dans les locaux auprès du personnel. Pourquoi pas, avant d'y aller, lancer une petite campagne. On va cibler toutes les personnes qui ont intérêt ou qui travaillent chez Michelin. Et ça nous permet déjà de communiquer avant même d'être présent sur place. Et le jour où on arrive, la personne qui va, je vous ai vu sur Facebook, je suis curieux. Donc c'est un outil qui est formidable et qui est aujourd'hui indispensable à mon développement. Charles, on parle un peu peut-être avec votre côté agence. J'allais dire, il y a 2400 critères, je crois, sur Facebook. Alors, des fois, ils les vendent à Donald Trump, c'est un peu l'histoire du moment, leur donner, mais des fois, ça peut être. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant que d'acheter des campagnes ciblées aujourd'hui sur Facebook? Oui. Comme sur Google d'ailleurs, parce que finalement on se rend compte que quand tu parles de Facebook, c'est ceux qui connaissent un petit peu Google se rendent compte que c'est exactement la même chose. C'est que sur Google, vous allez vous positionner pour être dans ce qu'on appelle le référencement naturel ou pouvoir payer pour être dans les annonces et donc être en référencement sponsorisé, c'est la même chose. Et ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre entre les deux, entre organique et payant, être capable justement de jouer l'un sur l'autre. Alors après, c'est vrai que ça va vraiment dépendre des objectifs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Google, sur Facebook, c'est plus moi ce que j'appelle un média de notoriété. Alors que Google, on est sur de la performance, parce que typiquement quand vous cherchez un hôtel ou vous cherchez une paire de chaussures sur Google, vous attendez une réponse précise. Et donc là, vous allez pouvoir, si vous êtes en face, vous êtes donc l'entreprise, vous allez faire une vente beaucoup plus facilement. Alors que sur Facebook, les utilisateurs n'ont pas la même attente. C'est-à-dire que vendre directement sur Facebook, c'est autrement plus complexe. Ce qui fait qu'on a tendance à dire c'est pas rentable, tout ça, parce que les gens qu'on cible, ils sont pas dans cette approche à ce moment-là d'acheter un produit. Vous vendez un produit à 200 €, vous faites votre publicité, vous pourrez investir 1000 € sur Facebook en ads, il y a une grande probabilité que vous n'en vendiez aucun. Parce qu'ils sont pas dans cette approche-là. Et du coup, après, non, il faut faire de l'organique, il faut réussir finalement à être visible par soi-même, c'est très important, parce que dès lors que si vous arrivez à créer et à publier du contenu qui intéresse votre communauté, il sera vu. Il n'y aura pas besoin de payer, il sera vu parce qu'il plaira. Malgré tout, il y a une grosse guerre de l'attention, parce qu'aujourd'hui, sur nos réseaux, on a liké je ne sais pas combien de pages, avec le temps, on a cumulé un grand nombre d'amis, et on se retrouve finalement au milieu de tout ça, tous à équilibre égal, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, quand on est sur un réseau social, que vous soyez une personne, une petite entreprise, une grande marque, un média, on est tous notre propre média, on a notre audience et on est tous au même niveau. C'est-à-dire que vous soyez Apple sur Facebook ou que vous soyez Monsieur Martin, vous êtes face au même algorithme, vous jouez avec les mêmes règles. Et la règle, en tous les cas d'après Facebook, même d'après Google, c'est le contenu qui prévaut. Publier du bon contenu, et il sera vu. Et après, ce qui est intéressant justement, c'est en fonction des objectifs qu'on va se fixer. Par exemple, ça peut être des ventes, de dire tiens, je vais faire de l'ad, parce que ça fonctionne très bien. De la native, de la publicité sur les réseaux sociaux, ou sur Google plutôt, par exemple. Ouais, sur Google ou sur Facebook. Et après, si par exemple,
Voilà, dans ton cas, donc c'est le nœud papillon, c'est ça, ça peut être intéressant de trouver finalement le bon mécanisme qui fait que pour, par exemple, je dis une bêtise, hein, j'y connais rien, un produit vendu 30 € avec 20 € de marge, trouver le bon mécanisme avec la bonne audience, la bonne cible, la bonne campagne qui va faire que pour 10 €, 10 € investis, on vend un produit, ce qui fait qu'on a gagné 10 € de marge. Ça, c'est un petit peu le grave. Hein, le mot mariage, c'est disponible dans les ciblages Tout à fait, oui. Ouais. Ou alors, enfin non, en couple, non, oui, enfin, enfin pas célibataire justement, mais en couple non marié, oui, on arrive à chercher ce genre de critères. On peut même aller vraiment dans le détail, oui. Il y a certains critères on peut même toucher des catégories socio-professionnelles, des tranches d'âge, des tranches de revenus. On peut vraiment, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs sur la création de ces audiences, c'est que finalement au début, première campagne qu'on lance, on met juste le mot mariage, je vais toucher les mariés, c'est bien, et puis c'est cher. Et oui, effectivement, on n'est pas sur ce ratio d'un coef 3 en fait, qui est un peu le Graal aujourd'hui, c'est d'investir un tiers et de récupérer les 2 tiers qui servent à payer le produit, et puis ça marche aussi, bien sûr. Et donc au début, effectivement, on ne le trouve pas d'un coup. Donc il faut effectivement catégoriser ces audiences par effectivement déjà par le sexe, l'âge, ce que tout le monde fait aujourd'hui. Vous êtes autodidacte là-dessus ou tu as fait une formation? Comment? Parce que tu as dit que c'était compliqué. J'allais dire, j'ai jamais fait de ma vie. Déjà, donc on m'a dit que c'est dans la colonne de droite, la petite flèche, je descends, j'avais mes publicités, c'est ça, vous créez mes publicités. Et après là, c'est la galère. Et affiner cette audience. Et là, oui, alors, oui et non, on a suivi quelques formations techniques qui nous ont permis d'avoir les bases. Après, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le temps de pouvoir passer effectivement toutes nos journées à faire ça. Donc, on apprend sur le tas, on essaye, on tente aussi des choses. Et puis, il y a aussi, ce qui est très important, c'est de le faire effectivement, comme tu disais, en parallèle du naturel. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord par travailler tout le SEO, toute la partie de référencement naturel, bien placé sur nos mots-clés. Et puis ensuite, c'est un petit coup de pouce qui permet justement d'aller apporter des ventes en plus. Bon, alors il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est les influenceurs. Hein, c'est ça, et c'est là subitement où vous intervenez. C'est-à-dire que vous avez votre propre produit, et puis il y a la notion d'influenceur. Vous allez devenir des influenceurs. Donc ça, on l'a pas encore abordé. Je sais pas comment ça va se passer. C'est quoi un influenceur sur Internet d'ailleurs? Voilà, en quelques mots, parce qu'on en parle beaucoup tout de suite, mais c'est pas nécessairement clair pour tout le monde. À part dans le make-up, éventuellement le maquillage, là on a compris, on a à peu près, elles sont 522 000 à faire. C'est quoi l'influenceur fitness par exemple? Non, on a parlé beaucoup de Facebook ou YouTube, Google, et c'est vrai qu'aujourd'hui les influenceurs, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus sur Instagram, notre réseau social, et j'ai l'impression que, enfin c'est mon impression personnelle, mais que Instagram est aujourd'hui le réseau social du commerce, où ça commence de plus en plus, puisque c'est, je trouve, beaucoup plus personnel que les autres réseaux sociaux. Dans ce sens, j'entends que les marques utilisent les influenceurs pour vendre leurs produits et voir un produit à travers quelqu'un qu'on suit, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui nous inspire, ça nous parlera peut-être plus que voir un produit sur un panneau d'affichage, ou à la télé ou sur une pub quelconque. Et du coup, les influenceurs, ils travaillent avec pas forcément en vendant un produit, mais en partageant leur style de vie, en partageant des recettes de cuisine, en partageant des trainings. J'allais dire, voilà, pour vous, c'est ça, c'est clair. Ouais, donc c'est ce qui peut inspirer les gens, et ensuite ils peuvent s'aider de ça pour se faire sponsoriser et puis proposer des produits, tester des produits pour faire découvrir, parce que il peut avoir beaucoup d'influence au final, beaucoup de visibilité. Ça peut aider une marque à se faire voir, à se faire développer pour pouvoir se faire tester, puis après avec d'autres clients. Vous allez vendre des produits aussi à vous, ou juste un rôle d'influenceur? Comment vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez avoir des packages training 10 semaines pour devenir comme vous, quoi. Je commence demain. Ou alors vous allez avoir... est-ce que c'est sur les deux modèles que vous allez agir? Comment ça va se passer? Non, le but justement, ça va être de vendre mes propres produits, nos propres produits, à travers cette influence, puisque aujourd'hui il y a des gens qui... aujourd'hui, moi je fais des recettes que je vais revisiter de façon un peu plus saine, un peu plus diète, un peu plus fitness, un peu plus sport. Et c'est ce que les gens ils recherchent un peu chez moi. Du coup, on va essayer de développer une entreprise pour leur proposer directement ces produits-là, puisqu'ils ont déjà une certaine confiance en
ce que je propose sur les réseaux, finalement. D'accord. Et cette audience qu'il va falloir créer autour de vous, parce qu'il faut la lancer, justement, est-ce que dans tout ce qu'on a balayé pour l'instant, ça vous parle? Vous n'êtes pas construit à votre prof non plus, mais enfin, je ne sais pas si c'était votre prof, mais bon, non, mais bon, j'allais dire, vous pouvez, c'est autorisé, hein, jusque-là, c'est tout va bien. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'on a dit, la relation client, Totalement. Aujourd'hui, sur Instagram, on est à 110 000 abonnés. Et donc, ça fait environ, sur tous les réseaux, parce qu'il y a Snapchat aussi, mais qui est un peu moins commercial, un peu moins professionnel. Oui. Sur tous les réseaux, on est à peu près à 500 messages par jour. Donc, on se rejoint un peu dans le sens où il faut répondre à 500 messages par jour. Donc, quand on est une entreprise, peut-être que c'est facile. Quand on est seul, ça l'est un peu moins. Ça prend beaucoup de temps. Et le truc aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de... on finit pas à 18h. On n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances, parce que les questions arrivent à n'importe quelle heure, c'est-à-dire à 2h du matin, 3h, etc. Il faut être assez vif, assez rapide. Le week-end, c'est pareil, etc. Et c'est très important, comme vous le soulignez, de répondre et d'écouter un peu ce que les gens disent pour pouvoir essayer de proposer le meilleur contenu et d'évoluer, de s'adapter en fait. Et il y a les effets on parlait que ça change tous les 6 mois. Charles, Instagram aujourd'hui qui est propriété de Facebook, ils mettent le paquet dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un jour où ça va s'arrêter aussi. Voilà, tout comme les vidéos live ont été mises en avant par Facebook, ça se calme un petit peu. J'allais dire, on le voit sur les mêmes. Voilà, donc là vous êtes il y a l'effet mode Instagram tout de suite, mais c'est vraiment un réseau qui monte réellement au-delà de. Ouais, c'est le nouveau réseau Instagram en ce moment. Mais après, encore une fois, c'est pareil, c'est qu'une question de contexte. C'est vrai que là, Facebook, les gens ont tendance, on a perdu, je crois, par rapport à l'année dernière, 30%, j'ai plus le chiffre exact de temps passé sur Facebook. Donc en fait, c'est vraiment Facebook aujourd'hui un réseau qui est en déclin. Et ce qui a été très intelligent de leur part, justement, c'est de racheter Instagram. En déclin sur 2 milliards de personnes. Enfin, je dis ça, voilà, c'est ça. Oui, quand on dit en déclin, ils ont encore de très très belles années devant eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est plus le réseau à la mode. C'est comme... Et l'âge moyen est plutôt à 38 ans, ou je sais plus combien. Oui, c'est ça. En fait, c'est les générations Facebook. En gros, ça a été beaucoup de millénials, donc ce qu'on appelle les 18-35, enfin la génération des années 80. Et les jeunes, eux, aujourd'hui, les nouvelles générations, se tournent vraiment côté Snapchat et Instagram. Et il y a eu un gros boom de Snapchat. Et là, il y a justement Instagram qui est en train de prendre la relève. Et vraiment, on le voit, parce qu'en ce moment, ça fait un peu le buzz, parce que c'est qui, je crois qu'il y a Rihanna qui a encore fait un tweet. Et je crois que c'était Kylie Jenner aussi. C'est une chanteuse, c'est ça? Qui disait au revoir, enfin non, qui envoyait des messages justement pour tacler Snapchat, pour dire, je sais plus ce qu'ils ont sorti. Ils ont perdu beaucoup. Ce qui les a fait dévisser en bourse. Mais c'est à cause de l'algorithme de Snapchat qui a changé, qui a un peu diminué la visibilité de chacun. Donc, du coup, mais je crois qu'elle a. Ils vont suivre la même stratégie que Facebook à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils poussent et puis après ils vont commencer à redescendre en disant pour vous faire qu'on paye un peu plus et que voilà, c'est clair que. Il y a le manager aujourd'hui qui permet de gérer les campagnes sur Facebook, les campagnes Facebook et Instagram. On peut gérer les deux. Oui, c'est ça. Voilà, vu que Facebook, Instagram de toute façon c'est l'entité Facebook. D'accord. Bon, alors ce qu'il y a, c'est que, comme vous constatez, c'est un sujet extrêmement riche, qu'on est censé terminer à 10h, qu'il y a encore un pitch et qu'il y a peut-être aussi des questions. Alors moi j'aimerais que, parce qu'on peut parler longtemps, vous êtes tous passionnants, avec des parcours vraiment différents, j'aimerais prendre s'il y a des questions dans la salle. Qui aurait envie de poser la première question? Est-ce que quelqu'un peut liker? Voilà, le premier liker du débat. Bonjour. Par rapport aux avis, par exemple, moi sur les avis militants, sur des sujets qui ont complètement changé, qui ne sont plus la réalité d'aujourd'hui. Cet avis, on prend un peu problème. C'est que c'est apparu, c'est là, et que oui, c'est ça. Ah ouais, c'est un vrai débat, surtout sur le terrain, on ne peut pas l'enlever. Hein, sur Facebook, moi j'ai des avis de gens qui ne sont même pas venus dans mon entreprise, qui ont balancé des trucs pas sympas. Alors sur Facebook, j'ai peut-être fait une erreur, mais j'ai enlevé les avis. Ah bah, si c'est négatif, à la rigueur, si vraiment vous pensez que ça va vous tuer, oui, c'est clair. Oui, vous avez... C'est clair. Alors comment vous gérez, vous, effectivement, les vieux avis, vous savez, sur les plateformes où, voilà, on peut rentrer en contact avec une plateforme Le vieil avis du site, la salle de restaurant est fermée le samedi, maintenant vous ouvrez le samedi, quoi.
quand il y a des faux avis, enfin, on sait que nous, les hôteliers TripAdvisor, les avis sont quand même maximum vérifiés. Chaque avis, moi, je regarde. On n'a pas le nom de la personne, donc on ne sait jamais. On n'a pas le nom, on n'a pas la date de séjour, tout ça. Ouais. Mais avec certaines choses, on peut voir si c'est chez nous ou pas. Quand il y a des faux avis, ça m'est arrivé 2-3 fois. Notamment confusion avec un établissement qui a le même nom que moi, on sait, bon, quand on dit piscine, on sait que c'est pas chez moi, voilà. Donc on peut renvoyer, on peut contester, oui, ça, ils sont à l'écoute, il y a des contacts, enfin, vous pouvez trouver tout ça. Après, oui, malheureusement, il peut y avoir des faux avis, et on sait que établissements ou autres, des entreprises vont missionner aussi d'autres personnes de leur réseau pour mettre des commentaires et tout. Malheureusement, c'est le jeu, il faut faire avec. On a tendance à dire qu'il faut noyer les faux avis, les avis négatifs dans des bons avis, après de développer le plus possible, tenter de mettre en place une politique de promotion, de valorisation de tous ceux qui vont donner des avis positifs pour les amener à noyer finalement. Comment vous feriez, quel conseil on peut donner à l'entrepreneur? Nous, on a eu un petit peu le même cas récemment parce qu'on a lancé une application donc il y a 2 mois de ça, et on avait sous-estimé la partie technique, et pendant une dizaine de jours, on a eu une quantité de bugs. Et là, on s'est retrouvé mais avec des rafales d'avis négatifs, mais vraiment des rafales, c'est-à-dire que c'était par jour, on prenait 50 avis négatifs, parce que les gens sont vraiment sans pitié. Et donc, déjà prendre le temps de leur répondre quand on peut, ça dépend des plateformes. Par exemple, quand là on parle d'applications, donc des avis sur les stores, on peut leur répondre, donc ça permet souvent de leur faire enlever leur avis. J'ai eu une expérience plus personnelle d'ailleurs sur l'achat de ce qu'on appelle un design de site sur une plateforme. J'aurais mis un avis négatif. Et c'était tellement impactant pour eux que j'ai reçu 5 mails dans la journée, et vu qu'il y avait mon nom et mon prénom, ils ont réussi à retrouver qui j'étais, trouver mon numéro de téléphone, m'appeler pour s'excuser, pour me demander si je pouvais modifier mon avis, tout ça, ce que j'ai fait forcément derrière, mais parce que ça peut avoir des effets néfastes. Mais le fait est que du coup, nous, pour contrer ça, c'était de se dire bon bah on va essayer de déclencher plein d'avis positifs pour justement noyer finalement les négatifs dans la masse, quoi. Mais c'est pas 100% de réponse idéale, parce que malheureusement c'est un univers qui bouge tellement et qui est tellement compliqué à gérer qu'effectivement il y a des pistes. Pardon. Oui, pour compléter, en fait, on parlait de la dernière phase qui est essentielle, en fait, l'évaluation post-achat, parce qu'en fait, on dit maintenant qu'une marque n'est que ce que les autres disent de vous. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que disent les autres? Ce sont ces avis. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais effectivement, la solution, c'est de prendre vraiment conscience de ce qui se joue là, et de mettre en place des mécaniques qui vont encourager les clients satisfaits à venir poster, eux, des commentaires qui viendront noyer, qui viendront incarner la marque et qui viendront donc diluer un petit peu l'impact de ces avis négatifs. Parce que le problème, c'est que quand il n'y a que, le poids de ces avis est énorme, et même on ne verra que ça. Ah oui, c'est là, ça devient... Donc, c'est vraiment un processus à intégrer dès le début, hein, savoir que ça va générer la recherche d'information, l'évaluation pré-achat, et donc, qu'il faut, encore une fois, encourager ses clients satisfaits. Parfois, certains commerçants le font de manière même un peu lourde. N'hésitez pas, vous êtes contents, n'hésitez pas, etc. Mais malgré tout, c'est peut-être pour amorcer un petit peu la pompe, si vous êtes hôtelier ou restaurateur, je ne sais pas, c'est une approche peut-être à mener. J'ai vu des exemples de restaurateurs, effectivement, qui, par la réponse qu'ils apportent justement à la vie, désamorcent complètement la vie en disant vous avez tout à fait raison, ce jour-là, il y a eu un problème. Effectivement, ça c'est la première chose à faire, effectivement. Nous avons pris compte, un grand merci pour votre avis, et parfois ça annihile complètement l'effet. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marque. Quand vous allez sur le site de Louis Vuitton, oui. Vous voyez Facebook, vous voyez les commentaires, mais ils assassinent. Les premiers commentaires, c'est la marque est assassinée. Ils ignorent votre produit, votre sac, j'aime pas, etc. Mais en fait, quand vous regardez en dessous, il y a une communauté de consommateurs qui défendent bec et ongle la marque. Donc du coup, ça c'est parfait, mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir compter sur cette communauté. Une autre question? Oui.
Monsieur? C'est à la fois une question et une réponse. C'est que et ça s'adresse aussi un peu aux professeurs de marketing, parce que j'aimerais avoir son avis. Donc Joël, agence Scopia, une agence digitale. Et justement, nous on travaille de plus en plus avec les agences de com parce que la dépendance aux réseaux sociaux, et le mot dépendance est forte, est de plus en plus important si on ne fait que ça, enfin, si on base une stratégie là-dessus. Le plan média ou les études, il y a un plan de communication sont encore très fortes chez moi. J'essaie toujours d'intégrer, réintégrer les réseaux sociaux dans la construction d'une image de marque qui n'est surtout pas basée que sur ça, parce que justement, après, on est dépendant et les avis négatifs peuvent détruire. Il y a beaucoup d'autres choses que les réseaux sociaux, donc ça c'est important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore une espèce de frontière entre les agences de com traditionnelles qui essayent d'intégrer les community managers, à côté, et quelques agences qui arrivent vraiment à intégrer cette culture-là, mais c'est tout neuf. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur comment à l'ESC, parce que je n'ai pas assisté à beaucoup, vous avez quelle est votre posture par rapport à ça qui est éminemment intéressant, par rapport à des commentaires comme ça, ou des avis, on voit que les gens sont vraiment paranoïaques par rapport aux aides. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de choix. Parce que si vous n'y êtes pas, vous n'existez pas. Enfin, c'est tout bête. Enfin, les étudiants de cette école, pour commander une pizza en face, ils vont sur la page Facebook de Domino's Pizza. Elle est en face. Il y a à 8 mètres. Enfin, 15 mètres. Domino's Pizza ne serait pas présent sur Facebook, ne serait pas, ils auraient moins de clients que le SC. Non, ils commandent des plats fitness dans des boîtes spécialisées qui vraiment leur permettent d'avoir. Et du coup, voilà, ça serait la solution après, mais tu ne fais pas encore la livraison. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas le choix d'y être parce que c'est un comportement, un processus qui est complètement intégré. Enfin, on le fait tous. D'ailleurs, on recherche le moindre truc et c'est vraiment quelque chose qui impacte les acteurs locaux, hein, la présence digitale via une présence classique, site, blog, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, pour répondre à votre question, qui est difficile. C'est clair. Je vais vous laisser une minute 30. Non, il y a un vrai enjeu de. Enfin, on peut plus se permettre de raisonner digital, pas digital. Les consommateurs sont omnicanaux. Donc, c'est le vrai enjeu pour les agences digitales, c'est d'avoir cette approche globale. Oui. Je pense qu'il y a des perspectives d'avenir pour les agences qui seront capables justement d'accompagner les acteurs locaux, enfin les entreprises, petites et grandes, justement à ne pas laisser ce travail de présence digitale uniquement au community manager, mais faire en sorte que tous les acteurs de l'entreprise se l'approprient. Ça ne peut pas être juste porté par un community manager, parce que surtout si on vous met de la relation, c'est quand même des relations souvent interpersonnelles. Et je pense qu'il y a un vrai travail d'accompagnement à faire pour, d'accompagnement, d'ailleurs c'est un accompagnement au changement. Comment faire en sorte que le responsable d'une boutique, le responsable d'un magasin de fleurs, un commercial, le grand compte ou pas, s'approprie ces réseaux sociaux, à la fois pour collecter de l'information, à la fois pour comprendre ses clients, pour les contacter, pour leur répondre et pour encourager ses avis. Donc, je ne pense pas que l'erreur que l'on voit encore trop souvent, ce que sous-tend votre question, même si j'y réponds pas tout à fait, c'est on est un peu en silo. Oui. Encore en silo. Encore en silo. Et voir à l'intérieur, silo digital, silo non digital. Et à l'intérieur des silos digitaux, il y a des sous-silos, réseaux sociaux, présence, le blog, les référencements payants, pas payants. Enfin, il y a des sous-silos. Le nombre d'entreprises où on voit encore la partie web confiée au DSI, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà. Tout ça parce que c'était l'informaticien, alors que ça n'a strictement aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et même certains, voilà, c'est comment les commerciaux, quels qu'ils soient, peuvent se rapproprier cela. Et ça va passer par de la formation, de l'accompagnement, et des agences. Dans une agence, sont quand même assez bien placées, peut-être en collaboration avec les services commerciaux, pour développer ce genre d'accompagnement.
Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, c'est vrai que c'est une question, c'est à elle seule pratiquement un débat d'une heure et demie. Alors, comme on promet toujours d'essayer de tenir environ à 10 heures, je suis vraiment navré de vous couper. Peut-être une dernière question, et parce qu'il y a Marina derrière, il y a Marina, oui, Marina, pardon, c'est pas Ilma, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Je suis désolé, tu dois prendre la parole parce qu'on a un pitch aussi, on a une belle entreprise avec un vrai savoir-faire et une vraie différenciation qui va vous parler un petit peu de son aventure de jeune créateur. Allez, je prends encore une question et il y aura, voilà, il y a un café derrière, hein, il y a un café où justement l'idée c'est que tout le monde puisse parler avec tout le monde. Monsieur. Sur les Facebook et Instagram, du coup, vous disiez que Facebook, comme c'était un peu, augmenter ses tarifs pour piquer beaucoup de monde sur la plateforme. Ma question, c'est sur une audience ciblée qu'on crée par exemple sur Facebook, est-ce qu'il y a un effet de seuil qui se crée en fait? C'est-à-dire, je mets 100 €, j'arrive à mon grade, je pour 3, je mets 200 €, ça marche aussi, mais si je mets le paquet, on va dire, est-ce que je vais arriver à un effet de seuil, même si je n'ai pas atteint toute mon audience? Un retour d'expérience, si vous avez ce cas-là ou pas? Plus vous voulez toucher de monde, en fait, plus le rapport sera cher par rapport à si par exemple vous voulez toucher 1 million de personnes d'une audience et sur la même audience vous voulez toucher avec 50 000 personnes, ça vous coûtera plus cher de toucher 1 million de personnes, le prix par personne. Il y a même sur tous les mots-clés, enfin même sur tous les mots, il y a une variabilité quand même. En fait, ce qu'il faut bien considérer, c'est que c'est pas Facebook qui fixe, on va dire librement les prix, c'est dès lors, enfin, tous ces outils de gestion de publicité sur les plateformes, c'est des outils d'enchères. Donc, c'est vraiment en fonction du moment, combien est-ce qu'il y a de concurrents qui investissent à ce moment-là. Si sur une cible, à un instant donné, il n'y a personne, vous allez pouvoir justement acheter pour pas cher auprès de beaucoup de monde. Et peut-être qu'un mois plus tard, sur beaucoup moins de monde, ça vous coûtera plus cher. Par exemple, je vois sur les idées de cadeaux, c'est des sujets qui cartonnent au mois de décembre, donc forcément les prix s'envolent, et alors que début janvier, ça coûte plus rien du tout. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Bon, dans tous les cas là aussi. Rien que ce sujet-là aussi, il mériterait pas 1h30, mais au moins une bonne demi-heure. Je vous propose, messieurs, dames, d'accueillir Marine Sanchez, et non pas Marina, je suis vraiment désolé, franchement, voilà, Marina est une chanteuse, et Marine étant une créatrice d'entreprise. Je vais vous laisser piquer un des micros qui sont là, parce qu'on termine toujours ce petit déjeuner. Même s'il n'est pas terminé, il y a une partie café, vous pourrez prolonger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas particuliers après qui sont vraiment à parler. On termine par la CCI souhaite terminer par un pitch. C'est-à-dire de proposer effectivement à un entrepreneur, une entrepreneuse, effectivement, de parler de son entreprise. Et puis un peu dans le même parcours, ce qu'on a fait tout à l'heure, votre parcours, qui vous êtes, l'entreprise que vous représentez. Et puis j'allais dire peut-être aussi, on peut se prolonger sur les réseaux sociaux, pour vous aussi, voilà, avoir un petit peu. Alors racontez-nous votre belle aventure de créatrice d'entreprise. Alors donc je m'appelle Marine, j'ai été étudiante à l'ESC Clermont. Une fois que j'ai terminé... Il n'y aurait pas un lobby quand on vient ici. Une fois que j'ai terminé mon parcours à l'ESC, j'ai moi aussi intégré l'incubateur de l'ESC, donc avec Fabrice. Fabrice. Et du coup, j'avais une idée donc, de créer quelque chose en fait sur les cosmétiques naturels, les cosmétiques faits maison, etc. Et donc, avant de me lancer, j'ai tout misé sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'ai créé ma communauté, moi aussi, comme vous êtes en train de le faire, pour en fait installer un climat de confiance. En fait, je donnais des conseils pour prendre soin de sa peau de manière naturelle, de se faire des masques maison, par exemple, des choses comme ça. Donc les gens me suivaient, me demandaient des conseils. Donc j'ai vraiment installé un climat de confiance. Et ensuite, je me suis... Attends, je vous arrête, ça prend longtemps pour installer ce climat de confiance? Comment ça se passe? C'est vous, ça a pris combien de temps? Ça a été... il y a la magie web, on a toujours l'impression que ça peut se faire en 3 jours, puis des fois, il faut ramer quelques mois quand même. Ça prend quand même pas mal de temps, parce que j'ai commencé, j'étais au mois d'avril de ma dernière année de SC. Et donc, je sais pas, ça prend bien au moins 6 mois pour avoir un petit peu de monde et pouvoir vraiment avoir des interactions intéressantes. Voilà. Après, j'ai été beaucoup aussi sur les groupes Facebook. Ouais. Donc ça, pas rien à voir, mais il y a des groupes qui se créent en fait en fonction
de ce qu'on a. Il y a le groupe de la cosmétique fait maison, il y a le groupe de entretenir sa maison au naturel, enfin voilà, où il y a beaucoup de monde. Et donc, entre ma communauté, moi que j'avais réussi à créer essentiellement sur Instagram, parce que moi je suis beaucoup Instagram, et les groupes sur Facebook, je pouvais en fait, j'interrogeais régulièrement les gens pour savoir ce qu'ils pensaient sur certains produits, qu'est-ce qui leur manquait pour passer aux cosmétiques naturelles, qu'est-ce qui les freinait pour passer au fait maison, des choses comme ça. Et donc grâce à ça, j'ai pu affiner en fait petit à petit et trouver donc le créneau sur lequel il fallait aller. En fait, j'ai fait mon étude de marché via les réseaux sociaux. C'est ça, en live, quoi, directement. Exactement. D'accord, ok. Exactement, donc ça m'a permis d'affiner un petit peu mon projet. Donc j'ai créé une marque de cosmétiques naturels qui s'appelle Paima. Ah oui, donc vous avez fait la totale, j'allais dire, au sens que vous êtes une communicante de facto, parce que là, j'allais dire, vous êtes une entrepreneur, vous avez une entreprise, mais vous êtes aussi fait, j'allais presque dire, marketeur, c'est la marque, et pratiquement industriel, parce qu'il faut, faire fabriquer les produits, c'est ça. Exactement. Okay. Donc en fait, une fois que j'étais plus ou moins fixée sur mon projet, sur ma marque, etc., donc je me suis pas coupée des réseaux sociaux, je continuais quand même à alimenter ma communauté, mais d'un autre côté, je me penchais sur toute la partie en effet marketing, des produits, fournisseurs, devis, etc., dépôt de marque, choses comme ça. Et une fois que c'était un peu plus clair, j'ai lancé le réseau social Paima avant de lancer les produits. Ah oui, d'accord. Voilà, pour faire un peu de teasing et voilà, faire la communauté. Et je m'en suis servi aussi pour... j'ai recruté en fait ce que j'ai appelé moi des ambassadrices. Donc en fait j'ai fait un appel à candidature de celles qui voudraient bien m'aider en fait à faire partie du projet Paima, à choisir le ambassadrice, on imagine d'un côté physique, c'est des personnes qui ou est-ce que c'est des micro-influenceurs, j'allais dire des gens qui auront des réseaux et qui parlent. Alors en fait j'ai fait un appel à candidature qui veut nous aider, enfin qui veut aider à développer Paima. Donc là j'ai eu une centaine de candidatures. Donc j'ai choisi des profils assez différents. Donc en effet il y avait des influenceurs, mais il y avait des personnes comme vous et moi, parce que c'est ce que je voulais aussi pour pouvoir en fait créer un produit qui allait parfaitement avec les gens capables de consommer. Voilà. Et donc ces gens, donc c'est pas un système d'ambassadrice, ils sont pas allés vendre mes produits, etc. C'est plutôt sur la réflexion, la stratégie. Par exemple, elles ont aidé elles ont validé la charte graphique, le logo, elles ont donné leur avis sur la composition des produits, sur le prix. Voilà, on a avancé comme ça avec elles par étapes. Ça discute sec là-bas, je pense qu'ils sont en train de se dire, j'avais pas pensé à ça, on va se faire un réseau d'ambassadeurs, ou alors c'est l'inverse, ils disent, attends, on en est où dans le réseau d'ambassadeurs, je les voyais là-bas, pardon, je vous ai coupé. Non, pas de soucis, surtout que si vous avez une belle communauté, je pense que vous pouvez le faire, parce que moi j'avais 4000 abonnés sur Instagram, c'était pas... 110 000, c'est ça? Oui, voilà, donc c'est vraiment... il y a quelque chose à faire. Oui, c'est ça, c'est faire du business entre vous, entre nous tous, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc elles nous ont aidé du coup à créer le produit. D'avoir ce petit groupe de personnes, ça nous a permis aussi de faire tester les produits en avant-première. D'accord. Et ce qui a été, j'y avais pas pensé avant, mais du coup ce qui a été bien, c'est qu'on avait en effet des blogueuses, des influenceuses. Du coup elles ont testé le produit en amont, et c'est-à-dire que dès que le produit est sorti, on avait déjà des articles sur les blogs et sur les comptes Instagram des influenceuses qui disaient oui, moi j'ai trop aimé, c'était trop bien, j'aime trop cette marque, allez-y acheter, etc. Donc en fait, on s'est lancé, on n'était pas connus, mais étant donné qu'on avait déjà des retours des influenceuses, ça a donné un petit peu de cachet et de confiance aux futures clientes. Et vous vendez sur un site ou... Et voilà, oui, je vends en ligne. D'accord. Essentiellement. Pas de boutique sur Facebook, votre site propre, non, j'allais dire, pas, c'est ça. Non. D'accord, pas du Amazon. Uniquement le site Paima. Voilà, et aujourd'hui ma communication c'est essentiellement sur les réseaux sociaux. D'accord. Essentiellement avec des influenceurs, parce qu'aujourd'hui j'ai essayé beaucoup de choses et c'est ce qui marche le mieux. D'accord. Voilà. Ok. Alors si vous ne connaissez pas le principe des influenceurs, je crois encore une fois il y a différents niveaux, là ça n'en voyait pas, effectivement le principe c'est d'identifier un acteur ça peut être du micro-influenceur, parce qu'il a une communauté de quelques dizaines de personnes, mais extrêmement ciblée, extrêmement précise,
extrêmement performante sur un sujet, sur un donné, comme une communauté de plusieurs millions de personnes. Et comme il a une voix, qu'on l'entend, ben on achète soit amicalement, soit relationnellement, soit en payant un chèque, pour qu'il fasse la promotion de votre produit auprès de sa propre communauté. Donc pour vous, c'est l'axe de développement, c'est ça? Ah oui, c'est ce qui marche le mieux. J'ai essayé de faire de la presse, des choses comme ça, de la radio, ça marche pas. Une blogueuse qui fait un post sur son blog qui ramène 500 personnes en une heure, ça n'a pas de prix. Voilà. Surtout que là, en l'occurrence, quand l'influenceuse teste les produits et qu'elle dit qu'elle est satisfaite, les gens ils se posent pas la question. Enfin, c'est clair. C'est comme si c'était la parole Ah oui, évangile, quoi. Enfin, et là, ça fait combien de temps que vous êtes créé finalement? Ça va faire 2 ans. 2 ans, oui. Donc tout va bien. L'objectif suivant, c'est quoi? C'est d'enrichir la gamme, Oui, c'est ça, développer la gamme. D'accord. Et travailler aussi sur les achats, les marges et tout ça pour pouvoir être redistribué après dans des magasins bio, des choses comme ça. Le nom du site, quand même, Paima. Vous écrivez ça comment? P-A-I-M-A. D'accord, ok. On met le tréma ou pas sur le... Non, pas dans la barre de recherche. Et je voulais juste préciser aussi quelque chose. On parle beaucoup des clients sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de professionnels, et notamment des journalistes, des rédacteurs presse, des acheteurs aussi qui font leur marché sur les réseaux sociaux. Et moi, on me contacte beaucoup en me disant « Je vous ai trouvé sur Instagram, j'aimerais faire un article, est-ce que ça vous intéresse ?» Voilà, donc il y a le côté B2C en effet, où il y a les clients qui vont acheter directement, mais il y a aussi le côté visibilité professionnelle qui est aussi très très important. Vous savez, les journalistes ne marchent pas beaucoup par effet de mode, c'est-à-dire que dès qu'après il y en a un qui commence à parler d'un projet, tout le monde va copier en chaîne derrière dans tout notre média, et voilà, c'est ça. Il suffit de faire une action avec une blogueuse qui est très influente, et forcément tous les médias la suivent, etc. Et donc forcément après il y a des retombées derrière. Vous êtes sur Clermont, toujours basé sur Clermont? Oui, d'accord, ok. Envie de partir? Non, ça va, tout va bien, d'accord, bon voilà. Bon, c'est parfait, on va faire de belles choses depuis Clermont. On est très en retard parce que normalement on dit 10h on finit, 10h15, ça va, si tu m'en veux pas. Bon, voilà. Il y a un café derrière, on peut poser plein de questions. Ce que je vous demande juste, c'est qu'on applaudisse nos intervenants si vous le voulez bien. Merci. Merci mesdames, merci messieurs, merci pour tout ce que vous avez dit. Il y aura encore 3 heures à faire ensemble. Prochain petit déjeuner, Fabrice à peu près. Bon, ça sera où? 21 juin, Polydome. Oh, je sais pas, ça va Polydome. Ah oui, le forum de création, transmission, reprise. Voilà, c'est un nouveau nom maintenant, il s'appelle. Oser l'entreprise. Oser l'entreprise, voilà. Polydome au mois de juin, donc voilà. Voilà. Merci, bonne journée.